Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h de Télé Nantes du 25 juin 2015. Au menu de notre émission ce soir, on va vous présenter Liam. Liam, c'est le premier enfant DPI du CHU de Nantes. Dans quelques instants, on vous explique ce que signifient ces sigles, évidemment. Et puis aussi, on va faire un tour du côté des bains-douches de Nantes. On va se replonger dans les histoires de ce lieu, plus particulièrement donc celui de l'allée Bacot à Nantes, avec deux invités, deux passionnés. Et puis en fin d'émission, on ira manger des bons becs avec Stéphanie, notre chroniqueuse de Numéro Chic Magazine. Voilà le programme de notre émission qui démarre tout de suite. Alors, on le sait, avoir un enfant, c'est pas toujours chose aisée. Ça peut vraiment se transformer en un parcours du combattant. Mais heureusement, la médecine progresse et il y a de plus en plus de solutions, parmi lesquelles le DPI, le diagnostic préimplantatoire. Alors, le principe, c'est plutôt simple. Il s'agit d'effectuer un diagnostic sur un embryon obtenu par fécondation in vitro avant de l'implanter dans l'utérus de la femme. L'idée, c'est évidemment de connaître la santé de l'enfant avant même sa gestation. Alors, ça ne concerne pas tous les parents, tous les cas de figure. Ça concerne ceux qui sont porteurs de maladies génétiques graves, comme des anomalies chromosomiques ou moléculaires de type mucoviscidose, maladie de Huntington ou encore certaines formes de myopathie, voire des maladies génétiques encore plus rares. Depuis juin 2013, le CHU de Nantes s'est doté d'un centre DPI, d'un centre de diagnostic préimplantatoire. Ils sont peu nombreux en France, il y en a 4 seulement, c'est dire l'importance de ce centre à Nantes. Et puis évidemment, depuis son ouverture en juin 2013, déjà des enfants sont nés, des enfants DPI, des bébés DPI comme on les appelle. Et le premier d'entre eux, c'est Liam. Il a aujourd'hui 13 mois et on vous le présente. C'est le premier bébé DPI, un reportage d'Éric Egon. Le petit Liam a 13 mois, il est le premier bébé DPI du CHU de Nantes. Après Paris, Strasbourg et Montpellier, Nantes est depuis 2 ans la 4e ville à proposer le diagnostic préimplantatoire. Le DPI est réalisé à partir de cellules prélevées sur un embryon obtenu par fécondation in vitro. Prélèvement réalisé seulement 3 jours après la fécondation. Il permet de savoir si l'embryon est atteint ou non d'une maladie génétique. Le diagnostic préimplantatoire consiste à obtenir des embryons pour un couple pour lequel on sait qu'il y a une anomalie génétique et on ne va transférer que les embryons indemnes de cette anomalie. Donc ça s'adresse à des familles chez qui il y a eu des diagnostics déjà, dans lesquels on sait qu'il y a une anomalie et pour lequel la technique va permettre d'obtenir une grossesse non porteuse de cette difficulté. Jusque-là, lorsque un couple était à risque d'avoir un enfant atteint d'une maladie d'une particulière gravité, eh bien, c'est au cours de la grossesse, à 3 mois, à 4 mois de grossesse, 5 mois de grossesse, qu'un diagnostic génétique était fait à la suite d'une amniosynthèse ou d'une biopsie de placenta. Donc effectivement, c'est une prise en charge qui reste longue, parfois difficile, mais beaucoup moins traumatisante puisqu'elle n'est pas sanctionnée par cette éventuelle interruption médicale de grossesse. Aujourd'hui, 8 enfants sont nés à Nantes grâce au DPI. Une vingtaine de grossesses sont en cours. En 2015, le service espère pouvoir prendre en charge 150 couples. Les demandes viennent d'un peu partout en France, de Lille à Poitiers, en passant par la Haute-Savoie. L'ouverture de ce 4e centre est une bouffée d'oxygène pour les couples français et permet de prendre en charge les couples soit de la région, soit d'autres régions qui n'ont pas accès aux autres centres, qui sont actuellement tous les 3 saturés au maximum de leur activité possible. Stéphanie et Guilain sont passés par toutes les étapes pour avoir un enfant, de la PMA, procréation médicalement assistée, à la DPI. Guilain, le papa, a une translocation génétique, aucune conséquence pour lui, mais un risque de trisomie pour son enfant. On a fait 1 an d'essai comme tous les couples et on a vu que rien n'arrivait, donc on a consulté. Et après, on a fait 2-3 ans en PMA classique. Et là, donc, ça n'a pas fonctionné. On a fait des fausses couches. On s'est demandé pourquoi on ne nous avait pas orientés vers un DPI plus tôt. Parce qu'on avait quand même au moins 2 ans de PMA classique derrière nous. Donc, on aurait gagné 2 ans, peut-être. Le taux de réussite d'une grossesse DPI est le même que pour les fécondations in vitro, soit 20 à 30%. À Nantes, la création du centre DPI a nécessité un investissement de près de 1 million d'euros.
En tout cas, sachez que le DPI existe en France depuis 2000 et il n'est pas encore autorisé partout en Europe. La Suisse vient de le légaliser le 14 juin dernier suite à un référendum. Et puis bien évidemment, on l'aura compris dans ce sujet, c'est un recours qui est très très encadré, le recours au DPI, par des lois de bioéthique. Les futurs parents doivent répondre à des conditions réglementaires et ils doivent bien sûr bénéficier de l'attestation d'un médecin. Quand il s'agit de manipulation un peu génétique, évidemment, on s'encadre de réglementation, mais c'est tout de même une belle avancée qui change la vie des familles, comme on l'a vu, et c'est ce qu'on retiendra ce soir. Et de la médecine, nous allons passer à l'hygiénisme. On reparle des bains-douches de Nantes avec nos invités. Nous parlons des bains-douches de Nantes à l'occasion d'un projet qui a lieu en ce moment, mené conjointement avec des étudiants pour collecter la mémoire des bains-douches et également pour faire un livre et tout ça. Enfin, on va en parler tout de suite avec nos invités qui sont des passionnés, des usagers aussi de ces bains-douches de Nantes. Yannick Royer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du collectif des bains-douches qui défend ce lieu, notamment de l'allée Bacot, pour défendre ce côté patrimonial aussi de la ville de Nantes. Et puis Marc Remond, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes un ancien usager de ces fameux bains-douches. Oui. Vous les avez utilisés entre les années 68 et 77. C'est ça. Exactement, on va y revenir. Les bains-douches, c'est vrai que c'est un sujet qui suscite la curiosité, beaucoup des médias, on le voit ce soir, aussi des habitants. On le sent, c'est quelque chose qui réveille aussi la nostalgie des anciens usages et pourtant, ça existe encore pour certaines personnes précarisées. Les bains-douches, c'est toujours d'actualité. Mais vous, qu'est-ce qui vous mobilise, qu'est-ce qui vous fascine dans ces bains-douches et qui vous donne envie aujourd'hui qu'on en parle et qu'on n'oublie pas cette histoire? Bon, la première chose, c'est qu'on a découvert par hasard que c'était le dernier bain et lavoir public de la première génération. Celui de l'allée Bacot. Celui de l'allée Bacot. Ouais. Donc, il date de 1852 à peu près. Et que c'est l'époque du renouveau de l'hygiène publique. Et on se demande pourquoi il n'est pas davantage mis en valeur. On a un patrimoine unique au monde. Et il n'y a rien qui le met en valeur. Et on ne comprend pas pourquoi. Ce que vous dites, en fait, c'est que voilà, il y a eu des bains-douches construits partout en France au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, dans cette vague justement d'hygiène publique, et qu'on est un des seuls en France à être encore là en l'état, celui des Quai Bacot, il est encore là, debout, et en plus encore utile. Oui, c'est d'ailleurs un miracle qu'il soit encore là. Il a failli être rasé plusieurs fois. Tous les autres ont disparu. Ça vient d'Angleterre. Même en Angleterre, on n'en a pas beaucoup retrouvé. On cherche encore. Et dans le reste de l'Europe, il n'y en a plus. C'est l'ancêtre des bains-douches du XXe siècle. Et donc, c'est un patrimoine unique qu'il faut absolument mettre en valeur. D'éclairage, une rue piétonne, et puis de la signalisation, des tas de choses à faire. Quand on a un patrimoine unique au monde, on le met en valeur et on ne comprend pas l'attitude de la mairie. Alors là, on voit quelques images, justement, des bains-douches du Quai Bacot. C'est vrai que c'est un bâtiment devant lequel on passe, mais qu'on ne s'arrête pas forcément, parce qu'il est un petit peu coincé aussi entre le parking et la rue des Olivettes. Vous avez déjà des idées pour qu'on le voit mieux, qu'on le connaisse mieux ? Oui, alors par exemple, on pourrait déjà remettre à la pointe du bâtiment la fontaine publique qui avait été prévue par l'architecte Driolet. Driolet, c'est l'architecte qui a fabriqué, qui a dessiné en tout cas la fontaine de la Place Royale, qui est une des plus belles de France. Et on a aussi un éclairage. Il n'y a aucun éclairage sur le bâtiment. On éclaire la rue, mais pas le bâtiment. Et puis, il y a toute la partie qui est devant les bains-douches, où là, il y a plusieurs projets possibles. Ça peut être une structure qui reprend un peu les fenêtres thermales avec de la végétation. Ça peut être de la végétation. Et il y a aussi la solution de reconstruire la partie qui a été arasée, puisque ce lavoir, il en manque une petite partie. Et donc, ça représente 1/5 du bâtiment. Et ça représenterait à peu près 1 million d'euros peut-être. Ouais. Mais quand on a un patrimoine de cette valeur, qu'est-ce que c'est qu'1 million d'euros ? C'est rien. Oh ben, en temps de crise, ça reste un gros chèque à sortir toujours, évidemment, 1 million d'euros, évidemment. Quand même revenir à cette question de qu'est-ce qui fascine aussi dans les bains-douches. Vous avez été usager, on l'a dit, dans les années 68-77, et vous revenez ici aussi pour témoigner auprès de ces étudiants, justement, parce qu'il y a une petite nostalgie, une histoire particulière. Tout à fait. Je passais devant ce bâtiment-là et je me disais... dans les années 60, 70, je suis venu ici prendre des bains et tout ça. Et je disais, ce bâtiment, il est chouette, ce bâtiment, il est chouette. Et puis, effectivement, il n'y avait rien de fait pour le mettre spécialement en valeur.
Et puis je crois que c'était aux Journées du patrimoine l'année dernière où j'ai rencontré Yannick comme ça par hasard et qui m'a dit que justement il faisait quelque chose justement pour essayer de le remettre un petit peu en avant parce qu'il le mérite. Et vous, à l'époque, ça représentait quoi pour vous quand vous y alliez? C'était moi, c'était nécessité. Par nécessité. Je l'ai découvert par hasard, je l'ai utilisé par nécessité. Voilà, parce que je ne savais même pas qu'il y avait des bains-douches à cet endroit-là. Un jour, j'ai dû aller prendre un verre dans un café pas loin, là. Et puis, je suis passé devant et j'ai dit, parce qu'à cette époque-là, effectivement, il n'y avait pas de sanitaire quand on avait juste une chambre sous les toits, il n'y avait pas de douche. Oui, c'était pas généralisé, il n'y avait pas encore... Oh, non seulement c'était pas généralisé, mais quand il y avait seulement une chambre, il y avait juste un lavabo en général. Et donc, je dis, il y a des bains-douches, ça m'a l'air sympathique, je vais y aller. Et voilà, c'est comme ça que je les ai découverts en 68. Déjà. Alors, vous recueillez aussi des témoignages de personnes comme Marc, aussi des anciens employés de ces bains-douches. Ça a quelle fin? Alors, on l'a dit, il y a un projet aussi de livre, mais c'est aussi pour se rappeler comment étaient les lieux à l'époque. Oui, on a numérisé le bâtiment avec des étudiants en architecture. On l'a numérisé au 19e siècle. La visite est passionnante. Vraiment, on voit des cuviers, des séchoirs à tiroirs, toute une installation. À l'époque, il n'y avait que des bains. Et il y a eu une transformation dans les années 30, vers 1934, par un architecte qui s'appelle Camille Robida. Et là, il a complètement transformé le bâtiment. Il a complètement modernisé la partie bain-douche. Et c'est une architecture très intéressante aussi. Alors c'était aussi un lieu où il y avait à la fois des bains, des douches, mais aussi des lavoirs. Enfin, il y avait tout ça ensemble, en fait. Oui, et c'est encore conservé aujourd'hui. Il y a encore des machines à laver aussi qui sont accessibles dans ces bains-douches. Oui, c'est vrai. Et tout l'intérêt de ce type de bâtiment, c'est qu'avec la même chaudière, on alimentait deux établissements différents, un établissement de bain et un établissement de lavoir. Et donc, toute l'économie du bâtiment était là. Et c'est pour ça qu'on pouvait faire des prix plus bas pour le public. Et alors, quels souvenirs vous arrivez à recueillir? Voilà, on a entendu celui de Marc Remond, mais quels sont les souvenirs que vous arrivez à recueillir? Quels étaient les usages de ces bains-douches? Alors, on arrive à avoir pas mal d'informations. Par hasard, on apprend qu'à la pointe du bâtiment, il y avait une fontaine publique. On n'a jamais su autrement, avec les plans, si ça avait été fait. On apprend aussi qu'il y a eu des toilettes publiques. Donc à la pointe, j'ai dit une fontaine publique à la pointe et aussi des comment on appelle ça, des pissotières en fait, juste de l'autre côté. On apprend que le lavoir du 19e siècle, on pensait qu'il avait été modernisé, nous, au 20e siècle. Il y a eu plusieurs projets. Mais grâce aux témoignages, on apprend qu'ils sont restés tels quels les cellules de laveuse. Alors c'est un système très particulier qui est exceptionnel. Ça vient vraiment d'Angleterre, ça a été repiqué pour les Anglais. C'était en fait, on isolait les femmes pour pas qu'elles papotent, pour que vraiment elles bossent, et pour aussi question de ne pas montrer le linge sale à la voisine et tout ça. Et donc ces choses-là, il y a des gens jusqu'en 1967 qui les ont vus, les lavoirs de Driolet du 19e siècle. Donc il n'y a qu'en France, à Nantes en tout cas, qu'on a pu voir ça. Et donc nos témoins ont été laver leur linge là-dedans. Voilà, et vous raconte ça. Et nous, on avait les plans, on avait ensuite la numérisation, mais on sait maintenant comment ils y allaient, comment ça marchait. Parce qu'il y a aussi, évidemment, on imagine une montagne iconographique aussi, enfin des photos, je sais que vous en avez quelques-unes, on en retrouve aussi sur votre site, voilà, on retrouve des cartes postales, des vieilles cartes postales, des vieilles photos d'époque. Ça aussi, ça vous nourrit évidemment aussi pour refaire l'histoire de ces bains-douches. Oui, on se sert beaucoup des plans. On se sert beaucoup des photos, on se sert beaucoup des témoignages. En fait, on se sert de tout ce qu'on trouve. On n'a pas, par contre, une seule photo de l'intérieur des lavoirs. Et donc, c'est pour ça que la numérisation qu'on a faite avec les étudiants est très intéressante. C'est qu'en les montrant donc à nos témoins, ils peuvent nous dire, bah oui, c'est comme ça que c'était. Au moins, on valide ce qu'on a fait, notre travail. Et donc, c'est... Peut-être quelqu'un qui veut réagir et envoyer une photo. Voilà, s'il y en a encore, voilà. Et donc, d'ailleurs, moi, je profite d'être là. S'il y a des Nantais qui ont connu, comme Marc... vous recueillez toujours des témoignages. Soit ils nous contactent, et dans ce cas, on va se déplacer. On fait une petite interview de 2-3 minutes. S'ils ne trouvent pas le numéro, ils laissent leurs coordonnées au Café des Bains-Douches juste à côté. Puis, le bien nommé Café des Bains-Douches, évidemment. L'annexe. Le patron fera suivre.
Vous l'avez dit aussi, ce bâtiment, il a forcément connu des changements, des évolutions, du fait aussi peut-être de la guerre ou des choses comme ça, puis des évolutions des pratiques, puisqu'on le sait, dans les années 70, le confort moderne arrive aussi quand même dans les logements, et puis il est menacé peut-être de fermeture, ces fameux bains-douches. Il y a eu toutes ces rebondissements dans l'histoire des bains-douches, évidemment. Son aventure au XXe siècle est aussi passionnante qu'au XIXe siècle. Déjà, pendant un tiers de siècle, il avait une sale réputation de 1900 à 1930. C'était le cloaque. Tellement il était insalubre et tellement plus personne, beaucoup de gens ne voulaient plus y aller et donc il y a eu des réclamations. Mais comme c'était le seul établissement, c'était impossible de le fermer et donc il tournait à plein régime. Et son état se dégradait, mais bon, on ne pouvait rien faire. On a pu le restaurer que quand 2 autres bains-douches ont ouvert à Nantes, notamment celui des Ponts. Ensuite, la voiture est arrivée en centre-ville avec les pénétrantes dans les années 60. Et là, on a coupé le lavoir, on l'a arasé, parce qu'il ne servait plus. Déjà, il y avait la machine à laver qui était arrivée. Et on en a fait un rond-point. On a coupé le lavoir, son magnifique lavoir, pour en faire un rond-point, pour faciliter la circulation. C'était un peu dommage. Évidemment, on a perdu une partie de ce patrimoine. Et le troisième grand bouleversement, vers 1985, on a fermé tous les bains-douches de Nantes. Il y en avait 4 autres. Oui, il y en avait plusieurs dans chaque quartier. Il y en avait à Zola, il y en avait à Chantenay, donc Duplex. On voit le plan. Justement, vous avez montré dans chaque quartier, rue des Hauts-Pavés aussi, enfin rue Noire dans le quartier des Hauts-Pavés. C'est des bâtiments qui gardent des traces d'ailleurs encore de ce passé de lavoir. Aussi rue d'Allonville, on voit écrit lavoir public, on peut se balader et voir ça. Mais bon, voilà, il n'y a que le Quai Baco qui reste encore debout et qui est de la première génération. Quand on voit les photos, c'est qu'ils sont chacun d'un style différent, selon les époques auxquelles ils ont été construits. Ah oui, ils sont tout à fait typiques de l'époque où ils ont été construits. Et les 2 derniers qui ont été construits dans les années 1950... Donc, ils arrivent un siècle après celui de Baco. Ils arrivent tard, parce qu'il y a eu la guerre et qu'il y a eu des projets qui ont été retardés. Mais ils arrivent très tard. C'est dire à quel point celui du Quai Baco est un précurseur. Et donc, quand tous ces 4 autres établissements ont été fermés, on a regroupé le service à Baco. Donc, celui qui était ouvert en premier est toujours maintenant le dernier. Effectif. Et du coup, il y a toute une partie bain-douche qui a été transformée en maison des associations. Et la partie lavoir, ce qu'il en restait, a été transformée en bain-douche. Ce qui fait qu'ils se sont retrouvés un petit peu à l'étroit. Et puis, je ne sais pas si la clientèle aujourd'hui continue à augmenter. J'imagine qu'ils vont il semble que oui, depuis 2008, justement, c'est ce que disait la direction de la santé publique aussi à Nantes, qui est quand même, il y a encore une augmentation de la fréquentation de ces bains-douches, avec toujours aussi une question de leur état, aussi de leur vétusté. Enfin, il y a eu des travaux encore récemment, il y a eu quelques mois de fermeture pour travaux, pour mise aux normes. Vous aussi, à l'époque, quand vous y alliez, ils étaient dans quel état, ces bains-douches ? Oh là, les années 60, début des années 70, alors ce qu'il y a, c'était toujours propre. Ça, c'était nickel. Mais alors, l'état des murs et tout, ça, c'était autre chose. Faut dire qu'il y avait eu sans doute de la peinture autrefois. Enfin bon. Mais c'était toujours propre. Par contre, ça, il y avait... je pense que les gens qui sont occupés de ça étaient assez consciencieux. Au niveau-là. Mais alors, au niveau de l'état, effectivement, ça faisait un peu... Et aujourd'hui, ils sont en bon état. Enfin, le bâtiment est bien entretenu. Alors... Je vais revenir un tout petit peu sur le passé. Nous, dans le quartier, il y a beaucoup de gens qui préféraient aller ailleurs parce que l'aspect du bâtiment, avant qu'il soit rénové dans les années 85, quand on les a tous fermés, il a fallu le rénover. La façade était vraiment repoussante. Et on avait sur les murs à l'intérieur aussi, on voit les photos, on voit de la moisissure sur les photos, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'aération dans ce bâtiment, c'était assez humide, on va dire. Et donc, c'est une des particularités de Baco par rapport aux autres établissements de bains qu'on a étudiés. C'est le seul qui avait un aspect aussi bizarre, aussi sale, en fait. Et pour un établissement dédié à l'hygiène, c'est un peu curieux. Il y avait une petite contradiction. La première fois où je suis rentré, effectivement, j'étais un peu curieux de voir, quoi. Et puis, en fait, non. Une petite anecdote qu'on a repérée quand même pour ces bains, que je trouve assez intéressante. Pendant très très longtemps, c'est-à-dire jusqu'en 2013, on ne pouvait pas sortir tout seul de la cabine. Il a dû connaître ça. Ah, c'est génial. Et donc, il fallait sonner.
Et ensuite, il fallait attendre que quelqu'un vienne vous ouvrir. Et ça, c'était un gros problème. Et quand ils ont changé en 1985 de lieu, ça a perduré. Ouais. Alors même qu'une commission de sécurité a dit, en cas d'incendie, ces gens-là sont bloqués à l'intérieur de leur cabine. Ouais. C'est un drame. Et ça a duré quand même. Et nous, on en avait parlé il y a quelques années à la mairie. Quand même, c'était très curieux, ça. Et finalement, depuis l'année dernière... Seulement depuis 1 an seulement, les gens peuvent enfin sortir tout seuls de leur cabine de bain. On n'a plus besoin qu'on les prenne par la main. Voilà. Et en plus, je ne vous explique pas la sonnerie que c'était. Toi, tu as dû connaître. C'était extrêmement agressif. Voilà. Oui, ça devait des dring-dring de partout. Là, on sentait bien qu'il fallait sortir. C'était très électrique comme sonnerie. Et jusqu'à l'année dernière. Oui, c'est vrai, c'est très récent. Et c'était insupportable pour le personnel aussi, d'ailleurs. En tout cas, voilà, vous avez pu recueillir, on le voit, toutes ces informations. Il y a de la matière, hein, évidemment, pour un livre. Il y a de la matière aussi. Il faut en parler encore de ces bains-douches. Il y a un site du collectif que je vous invite à consulter où on retrouve aussi toutes les informations, les photos, les archives que vous avez pu collecter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous avoir fait revivre cette page de l'histoire des bains-douches de Nantes. Et tout de suite, on va manger des bons becs avec Stéphanie de Numéro Chic. On reste alors. Ah bah oui, on reste. Bon, ce ne seront peut-être pas des Mistral gagnants, hein, ça va être des bonbons peut-être un petit peu plus modernes que Stéphanie nous fait découvrir. Bonsoir Alice. Bonsoir. Hop, vous vous penchez comme ça, hop, pour parler dans le micro. Voilà. Donc vous nous présentez ce soir une petite boutique qui vend des bons becs. On va se régaler. Voilà, des British bons becs. Des British bons becs. Oui, c'est une boutique qui est... Sweeties, je sais pas comment ça on dit. Ouais. Des sweets. Okay. Voilà, c'est une boutique qui est ouverte il y a peu de temps rue des Halles à Nantes. Donc c'est Maxime qui est à l'initiative de ce concept. C'est un jeune entrepreneur de 24 ans et qui a déjà monté une boutique à Angers en 2013. Ouais. Et donc là, c'est sa deuxième boutique. Et voilà, donc en fait... C'est quoi le concept alors voilà, que... c'est une épicerie de bonbons. On en connaît quelques-uns, on ne va pas citer de marque. Oui, non, mais là, vous avez des bonbons anglais et écossais, des bonbons pour tous les âges. Je vais vous en faire goûter, comme ça, ce sera aussi l'occasion de pouvoir... Vous avez d'ailleurs les bonbons, par exemple, les Jelly Babies, qui sont vraiment les bonbons pour les enfants, très tendres, très doux, comme on aime. Donc ce sont ceux-ci. Si vous voulez en prendre un, vous pouvez aussi en prendre un au passage. On fait tourner les bons becs. Prenez-en un rose aussi au passage aussi, Annelise. Le rose à côté. Parfait. Merci. C'est pour les enfants, mais bon, voilà. On y va. Hein. Et puis, vous avez donc également donc, des Jelly Beans qui sont les plus petits, qui eux sont... alors, je vais me permettre d'en prendre un. Voilà, pour les... Pardon. Donc, ceux-ci, les Jelly Beans. D-R-A-G-I-B-U-S. Et vous en avez des tout petits, donc il y a plein de parfums différents. Ceux-ci sont à quel parfum, diriez-vous? Comme ça. Un ananas ou pamplemousse. Au punch. Au punch. Ah, ça, c'est pas pour les enfants, alors. Oui, ça, c'est pas pour les enfants. J'en avais pris un rab. Voilà. Donc, vous avez noix de coco, Coca-Cola, café, il y a plein de parfums extraordinaires. Et vous avez... Et donc, c'est pas pour les enfants? Alors, ceux-là... punch, hein? Non, pas spécialement, mais bon, voilà, c'est vrai qu'il y a des parfums qui sont plus adaptés aux enfants. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont quand même sans gluten, sans gélatine. Tout est naturel, en fait. Les colorants sont naturels et vous avez même certains bonbons qui sont sans sucre. Donc, on est vraiment sur de la qualité de bonbons. D'accord. Et je vous invite à goûter le rose. On goûte tout. Celui-ci. Attention. Allez, je vous donne un rose. Attention, parce qu'ils sont interdits aux moins de 8 ans. Ah oui, pourquoi? Vous allez pouvoir manger, là. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça pique. Voilà. C'est pour ça? Ouais, c'est ça. Ça picote. Hein. Ça picote. Il paraît que ça picote beaucoup. Ouais. J'en ai pas goûté. Hein. Nous, on va faire que des bruits de bouche maintenant. Alors, allez-y, Stéphanie. Donc, on en a pour un moment, là, je crois. Et donc, en fait, l'idée est venue à Maxime parce qu'en fait, son papa est anglais. Et il était petit, il était en Angleterre. Et ça existe beaucoup là-bas, en fait, ces épiceries comme ça de bonbons. Sauf que le concept, lui, trouvait qu'il n'était pas forcément adapté à la France. Ça vous pique beaucoup. Non, je vais craquer, là. J'en ai marre tout. J'ai croqué. Allez-y. Et donc voilà. Et donc il a adapté le concept à la France avec une façon de circuler dans la boutique telle que lui l'imaginait. Et on peut composer soit des bonbonnières. Donc comme vous en avez une ici, je ne sais pas si on la voit ou s'il faut que je la prenne peut-être pour la montrer. Je la prends. Me dévoue. Voilà.
Touchez pas, d'accord, on touche pas, ok, pardon. On me dit dans l'oreillette, d'accord, pas toucher. Parfait. Pas toucher. Donc des bonbonnières comme ceci, ou alors vous les prenez au poids, en fait. Voilà, comme ça c'est libre, vous composez comme vous voulez. Ça peut être des bonbonnières pour les papas, des bonbonnières pour les enfants, on adapte les parfums. On arrive après la fête des pères et la fête des mères, mais bon... Voilà, mais c'est vrai que... Exactement. Okay. Et il y avait également, je ne sais pas si j'ai le temps de vous faire goûter le fluff. Si, il y a le temps. On y va. Mais on n'a même pas fini encore les petits... on va vous laisser peut-être... on va goûter. Tranquillement. Goûter. Donc là, ce que vous avez... Pas convaincu par le truc si, il est bon, mais si je veux le goûter... Vous n'avez pas vu, Yannick est recraché. si je veux le goûter, il faut que j'enlève... Alors la petite bouteille que vous avez là, c'est du lait vanillé. Oh là là. C'est très doux, c'est tendre aussi. Voilà, donc il y a une petite minute pour goûter à ça. Alors moi, je me sers. Hein. Voilà, donc ça se tartine ou sinon ça se mange à la cuillère. Ça a l'air méga naturel a priori. Hein. Mais bon, a priori. Il y a très peu de colorants artificiels dedans. Face à ton voisin. Il n'y a pas de gluten. C'est sans gluten. Donc c'est vrai que c'est... C'est de la pâte à Monsieur Piquant. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors ça se mange à la cuillère ou ça se tartine? À la cuillère. Voilà. D'accord. C'est une espèce de chamallow en fait. Ça se tartine pour faire des gâteaux, des trucs comme ça. Oui. C'est doux. C'est tout doux. C'est tout doux. Eh bien, super. Donc voilà, ça s'appelle Q&K. Queen and King. Et on peut les retrouver également sur Internet si vous n'avez pas la possibilité d'aller en centre-ville de Nantes tout de suite. Voilà. Fan de idéal à Nantes, sinon pour le centre-ville. Merci beaucoup Stéphanie. Merci à vous d'avoir fait les goûteurs. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.